batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bemisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très merci à toutes et à tous de nous retrouver dans ce nouveau journal. Grande est notre joie de vous savoir de milliers devant vos postes téléviseurs pour suivre cette nouvelle session d'actualité sur nos antennes. Ouvrons donc ce journal avec cette brève. Débit effectif des activités du programme de développement local de 145 territoires dans la province du Congo central. Au Bas-Fleuve, le territoire de Lukula a réceptionné plusieurs engins de la société Afritech chargés d'exécuter ces projets initiés par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lutter contre les inégalités sociales entre la population rurale et urbaine en République démocratique du Congo, tout en estimant que le développement de tout un pays doit partir de la base. Ces engins sont déjà à Lukula, mais la population doute encore sur le respect du chronogramme du déroulement de ces activités, car certaines infrastructures doivent normalement être déjà livrées à partir du mois d'avril. Vous suivrez le détail dans nos prochaines éditions, dans un reportage de notre correspondant à Lukula, Charles Kimpingani. Changeons de chapitre. Les torchons brillent encore à la division provinciale de transport et voies de communication du Congo central. Les agents et cadres de cette division provinciale ont boycotté de travailler ce lundi 13 février 2023 pour manifester contre la nomination d'un nouveau chef de division intérimaire, alors qu'ils ont déjà un intérimaire laissé par le chef de division qui est donc parti en retraite. Ils ont donc condamné cette décision du secrétaire général au transport qui a nommé un nouveau chef de division provinciale intérimaire au sein de cette division de transport et voies de communication au Congo central. La journée du lundi, comme l'avions dit tantôt, était donc une journée chômée à ce niveau-là pour cette protestation. Le détail, c'est dans ces récits. C'est une ambiance inhabituelle à la division provinciale des transports et voies de communication ce lundi 13 février 2023. Comme l'indique cette banderole placée à l'entrée du bâtiment dragage, siège de l'administration publique du Congo central, les agents de cette division provinciale manifestent contre l'affectation d'un nouveau chef de division provinciale intérimaire. Pour les syndicalistes, les nouveaux chefs de division AI, désignés par le secrétaire général au transport, ne remplissent pas les critères possibles pour assurer ces postes. Nous revendiquons sur l'arrivée de M. Batonga comme chef de division AI. Nous ne voulons pas de lui. Oui, c'est vrai, notre chef est parti en retraite. Il devrait venir ici comme AI. Mais cette désignation-là, nous ne voulons pas ici. Notre souci qu'on puisse chercher une autre personne comme chef de division AI et non ce monsieur Labazo. Il est antisocial. Il a été ici comme commissaire, il a travaillé à Boma, Banana. Ces agents en colère ont manifesté le vœu de voir l'actuel chef de division AI, laissé par l'ancien chef de division, aujourd'hui en retraite, être confirmé à ses postes. Faute de quoi, la quiétude et la paix n'auront plus de place au sein de cette division provinciale. Changeons de chapitre, mesdames, messieurs, au niveau national. Au cours d'un briefing bref spécial, c'est lundi 13 février 2023, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le vice-premier ministre des Affaires étrangères en République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, ont abordé devant le Chevalier de la Plume les contenus de la feuille de route signée par le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet de Nairobi, mais aussi au sommet
sommet de Luanda en Angola en ce qui concerne le cessez-le-feu au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi les retraits effectifs et sans condition des rebelles du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, donc les RDF, l'armée de Paul Kagame du côté du Rwanda, mais aussi pour pacifier toute la partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Le patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, a donc fait le point sur cette feuille de route, mais aussi la complicité du Rwanda dans cette affaire. On a sorti un document commun, le communiqué final du mini-sommet qui a repris dans un chronogramme toutes les initiatives, toutes les actions, toutes les recommandations qui ont été faites par les deux processus. La phase qui devait suivre, c'est la mise en œuvre de ce chronogramme parce que nous considérons au gouvernement que la question de la responsabilité de la crise sécuritaire que nous connaissons, la question de la matérialité, de la véracité des faits, ces deux questions ne se posent plus. Ce sont des évidences, elles se constatent, elles ne se discutent pas, tout simplement parce que non seulement il y a eu des rapports qui ont été rédigés par les mandataires attitrés des Nations Unies à travers le Conseil de sécurité. J'ai fait allusion aussi au groupe d'experts. Il y a eu le premier rapport. Vous savez qu'il y a un autre rapport qui vient d'être déposé il y a quelques jours, qui reprend les mêmes évidences, les mêmes preuves. Donc non seulement parce qu'il y a eu ces rapports-là qui mettent au grand jour la responsabilité du Rwanda et ses alliés, les M23, mais également nous avons mis en place un mécanisme ad hoc de vérification des allégations des uns et des autres qui est conduit par le général angolais, le général Joao Nassone, assisté par un officier de transmission congolais, le général Sassa, et je suppose un officier de liaison rwandais. Il y a également évidemment le mécanisme élargi de la CIRGL qui existe, mais il y a aussi la présence de la force régionale. Et tout ce mécanisme nous permet d'établir effectivement si oui ou non il y a des faits criminels, si oui ou non il y a la présence rwandaise et la criminalité du M23. Nous sommes tous ouverts au dialogue interne et externe, mais à condition que ce soit un dialogue de la vérité, de la sincérité, un dialogue constructif. Ça ne fait pas de doute, mais pas un dialogue forcé avec les armes. Voilà, mesdames, messieurs, revenons dans ce journal sur la célébration de la journée mondiale de la radio à travers le monde, comme nous l'avions dit, en République démocratique du Congo, c'est 13 février 2023. Cette journée mondiale a été célébrée dans un contexte particulier marqué par l'insécurité grandissante dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu et en Ituri. Plusieurs radios, mais aussi nos confrères, vivent en danger permanent à cause de l'activisme des rebelles du M23, des rebelles ZADF, mais aussi d'autres groupes armés négatifs. Chez nous, au Congo central, nous avions pu faire l'état des lieux de nos radios dans ces récits de Mamine Boudi. Radio et paix, tels est les thèmes retenus cette année en marge de la célébration de la Journée mondiale de la radio, célébrée chaque 13 février de l'année. Cette journée a été proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies avec objectif de sensibiliser davantage le public et les médias à l'importance de la radio et encourager les décideurs à développer l'accès à l'information. La radio est un outil puissant et constitue une plateforme pour les discours démocratiques, façonner l'expérience de la société dans la diversité, une arène où toutes les voix peuvent s'exprimer. Les radios ont un rôle très important à jouer au niveau de la pacification de nos communautés. Donc c'est un thème qui arrive nommé dans la mesure où aujourd'hui il y a énormément de foyers de tension et compte tenu de l'impact
que la radio a joué dans la communauté, parce qu'en fait, ce que vous devez savoir, c'est que la radio, c'est le média qui est le plus consommé, et c'est aussi le média qui a cette capacité de pouvoir apporter, disons, des changements au sein des auditeurs. C'est le média le plus représenté dans la province du Congo central, d'après notre inventaire de mois de mai de 2022, le Congo central regorge au jour d'aujourd'hui au moins 91 radios qui sont opérationnelles. Et chaque territoire a en tout cas une radio. Donc nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire en ce qui concerne justement la mission de la radio. Il y a lieu d'envisager un ensemble d'actions qui vont dans le sens de renforcement des capacités de ces journalistes, leur rappeler un peu les b.a.-ba même de la profession de journaliste. Je veux faire allusion ici à l'éthique, au code de déontologie du journaliste. Et c'est seulement de cette manière que vraiment nous pouvons dire que les médias de la province du Congo central auront joué un rôle très très important sur le plan de la pacification. Il faudrait que ceux qui œuvrent au niveau de la radio doivent se comporter en professionnels, c'est-à-dire des personnes averties, avisées, des personnes qui ont la maîtrise même de la profession, ont des connaissances approfondies au niveau de code et de l'éthique du journaliste et qui font un effort de mettre ça en application. Signalons par ailleurs que la radio joue un rôle important en informant le public et crée un récit qui peut influencer les situations dans le monde. 14 février, des milliers de personnes et dans plusieurs pays du monde célèbrent la fête de Saint-Valentin ou encore journée des amoureux. Donc c'est 14 février 2023. Nous avions pu sillonner à travers le riz de la ville de Matadi et nous avions senti que plusieurs personnes ne connaissent pas bien les origines de cette journée qui a malheureusement plein d'histoires et donc Fallon Kenge a fait ses travail de pouvoir vous faire vivre l'historique mais aussi la conception de cette journée par certains amoureux de la ville. La fête de la Saint-Valentin, dont plusieurs amoureux célèbrent chaque 14 février, a des origines historiques et complexes, issues de plusieurs cultures et religions qui ont un point commun, l'amour. À l'origine, cette commémoration était marquée par des activités religieuses païennes purement sexuelles et torturantes. Au XVe siècle, la Saint-Valentin a pris un tournant poétique de l'amour courtois initié par la France, adopté jusqu'en Angleterre. Il faut retenir qu'il y a eu entre 8 et 13 Saint-Valentin qui furent des prêtres catholiques de la Rome antique. L'un d'eux a célébré des mariages chrétiens à l'époque où ces prélats étaient persécutés. Il fut lui aussi emprisonné et exécuté le 14 février 270. Pour honorer sa mémoire, la Saint-Valentin, qui a toujours été une fête subversive, est devenue une célébration du couple normatif dans les années 1950 par l'Église catholique, d'où sa perte de vitesse actuelle. À Matadi, un amoureux a partagé sa perception de la Saint-Valentin. Le 14 février, ça a toujours été une journée un peu spéciale pour les amoureux. Moi, personnellement, je ne connais pas les vrais fonds de cette date, mais nous faisons comme tout le monde, donc c'est la fête des amoureux. On n'est plus presque jeunes, mais on n'est pas aussi vieux que ça, donc nous sommes vraiment à cheval. Nous, à notre époque, quand nous fûmes encore aux humanités, ça ne nous disait presque rien, mais c'est après avoir été à l'université, bon, finalement on venait à comprendre qu'il y avait une fête des amoureux. Je parle en tant que responsable. Quand je dis les amoureux, ceux qui sont officiellement mariés ou ceux qui sont fiancés. Mais nos jeunes enfants qui se disent amoureux, les jeunes gens qui sont aux humanités, tout ça, en principe, moi en tant que parent, je ne peux pas tolérer ce genre de choses. Il faut retenir que cette célébration est très souvent symbolisée par des fleurs. Il tient à chacun de la réinventer pour qu'elle devienne la fête de l'amour sous toutes ses formes. Voilà, vous l'avez compris, chacun de nous a donc sa propre conception sur cette journée du 14 février, fête des amoureux. Changeons de chapitre dans l'actualité continentale. En Ouganda, les partis politiques de l'opposition et les organisations des droits de l'homme et d'autres organisations non gouvernementales ne sont pas d'accord avec la décision du président ougandais Yoweri Museveni, 37 ans au pouvoir, qui a donc
demandé la fermeture du bureau local du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme en estimant qu'il n'y a plus assez de bavures en ce qui concerne les droits de l'homme au niveau de l'Ouganda, alors que les partis de l'opposition et les organisations non gouvernementales estiment que les violations des droits de l'homme continuent à pleuvoir. C'est un récit de nos confrères de TV5 Monde. C'était jeudi dernier. Ils étaient une poignée, 5 pour être exact, devant le bureau de la Commission ougandaise des droits humains. Parmi eux, un homme amputé qui se dit victime de torture. Malgré leur demande, ils ne seront pas reçus, au contraire. La police vient les chasser, manu militari, sans ménagement. Très vite, la scène tourne à la confrontation et à l'humiliation. De tels incidents arrivent régulièrement en Ouganda, où Yoweri Museveni dirige le pays d'une main de fer depuis 37 ans. L'exécutif ougandais vient d'annoncer qu'il ne renouvellerait pas le mandat du bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU dans le pays. L'ensemble du territoire ougandais est pacifique et nous avons développé des institutions internes dynamiques comme la Commission ougandaise des droits de l'homme. Faux, estiment les ONG locales. Ces 2 dernières années, la société civile ougandaise s'est affaiblie. L'espace civique s'est rétréci et la marge de manœuvre des commissions ougandaises des droits de l'homme a diminué de plus en plus. Alors qu'il est temps de renforcer ce secteur et d'étendre l'expertise et l'assistance technique à ces institutions, c'est précisément ce moment que le gouvernement choisit pour décider que le bureau onusien n'est pas nécessaire. Selon les ONG, les violations généralisées des droits, exécutions extrajudiciaires, détention illégale, enlèvements, torture, tabassage sont monnaie courante dans le pays. Même constat chez l'opposition, dont l'un des chefs de file, Bobby Wine, est régulièrement arrêté. On ne peut pas se résigner à l'esclavage dans notre propre pays. Mais il est aussi regrettable que de telles violations n'aient pas reçu suffisamment de condamnations internationales. Pour nous, le régime ougandais devrait être isolé par tous ceux qui respectent les droits humains, la démocratie et l'état de droit. Les dirigeants internationaux ne devraient pas être vus aux côtés de ceux qui violent les droits de l'homme. Sinon, ils semblent être complices. Lors de la dernière élection présidentielle en 2021, des journalistes ont été attaqués, des avocats emprisonnés et plusieurs dirigeants de l'opposition muselés. En novembre 2022, un expert membre du Comité des Nations Unies contre la torture avait affirmé que la torture et les mauvais traitements restaient largement et fréquemment pratiqués en Ouganda. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez donc compris, c'est par cette note continentale que nous mettons point à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur nos antennes et nos programmes continuent.